Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Christine Spengler, illustre photographe de guerre, on peut aussi dire correspondante de guerre, les deux appellations, mais pour nos auditrices et auditeurs qui sont au bout du monde, peut-être que le mot photographe de guerre sera déjà plus accessible parce qu'on est écouté un peu partout dans le monde sur So Sweet Planet. Bravo. Donc je suis, vous l'avez entendu déjà avec la belle voix de Christine Spengler, nous allons continuer, en fait c'est un peu le prétexte, cette belle exposition qui est au musée de la Libération sur les femmes photographes de guerre, et c'était une occasion à Paris, une occasion rêvée pour rencontrer Christine Spengler et revenir sur cet incroyable parcours et sur ce qui l'a animée. Christine Spengler qui a donc couvert de très nombreux conflits, Irlande du Nord, Vietnam, Amérique centrale, Liban, Iran, Afghanistan et j'en passe. Je crois qu'il y a 14 conflits. Bonjour Christine Spengler, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour. Donc, bonjour ma chère Anne. 14 conflits, hein, vous confirmez? Oui, peut-être j'en oublie. Et 14 conflits. 14 recensés. Eh oui, c'est voilà. ça. Et qui sont, dont les photos figurent dans un très beau livre qui s'appelle Christine Spengler, Les années de guerre, oui, chez Marval, et qui malheureusement est épuisé. Bon. Donc nous sommes en train d'en faire un autre où nous rajouterons toutes les photos peut-être moins pudiques, plus sanglantes, plus douloureuses que jusqu'à présent j'ai prises mais que je n'ai jamais voulu montrer. Ah, mais alors là, je pense que ça y est, on va commencer déjà à dériver de mon interview planifiée. Parce que là, franchement, ça m'intrigue. Parce que vous qui avez toujours défendu ne pas vouloir justement faire des photographies avec des cadavres, corps, avec du sang. Eh bien, qu'est-ce qui a fait cette évolution? Eh bien, c'est la guerre en Ukraine. Depuis le début de ma carrière, par exemple, après la découverte de ma vocation au Tchad, je m'illustre tout de suite en Irlande du Nord, où je suis la seule femme présente, en faisant quelques photos qui font immédiatement le tour du monde dans Life et par Images, tel Carnaval à Belfast, une photo quand même incroyable, où 5 gamins irlandais coiffés de petits chapeaux de carnaval font la nique aux soldats anglais qui les fouillent. Et c'est normal qu'ils les fouillent parce que les soldats britanniques savaient très bien que les enfants étaient les protagonistes de la guerre en Irlande du Nord et que c'est eux qui distrayaient les soldats, les attaquaient avec des pierres, brûlaient des autobus et des maisons, pendant que les parents de l'IRA transportaient des armes sur les toits. Donc cette photo apparemment innocente fait le tour du monde. C'est comme ça que j'ai débuté. Ensuite, je fais une autre photo en Irlande du Nord, très célèbre aussi, elle fait partie des 100 photos du siècle, et Marie-Monique Robin la met dans sa série. Et sur les 100 grandes photos du siècle. Voilà, j'ai découvert ce livre puisque j'ai interviewé 2 fois Marie-Monique Robin et j'ai vu avec plaisir que vous aviez travaillé aussi avec elle sur ce livre et je viens de le commander en fait sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le début de ma carrière, c'est-à-dire dès l'Irlande du Nord, où je fais ces 2 photos très célèbres, les enfants de Derry, qui me tirent à la langue au milieu des décombres et de la fumée âcre du Bogside à Derry et Carnaval à Belfast, j'essaye toujours, chaque fois que je le peux, en laissant parler mon cœur de femme, et j'essaie toujours de capter, lorsque cela existe et lorsque c'est possible, quelques scènes un peu d'espoir au milieu des ruines,
comme a dit le ministre de la Culture, M. Dondieu de Vabre, lorsqu'il m'a décoré Arts et Lettres, il a dit « Je félicite la combattante qui a toujours su voir et photographier l'espoir au milieu des ruines. » J'ai été très, très, très honorée et bouleversée, très émue et reconnaissante par cette phrase. Je le lui ai dit, mais malheureusement, je suis devenue et je suis chaque jour plus triste à l'idée que ces photos d'espoir, comme la mariée libanaise qui est tout en blanc, qui agite à Beyrouth sur la ligne de démarcation un grand drapeau libanais face à un édifice en ruine. Puis plus tard, les enfants cambodgiens hilars qui nagent dans le Mékong sur des cartouches d'obus vides. Tout cela, j'en étais très fière d'être arrivée à capter ces instants, en effet, d'espoir et de bonheur, même dans la guerre. Mais voilà, dans mes derniers reportages, c'est-à-dire l'Afghanistan des talibans, le Kosovo et l'Irak, j'étais incapable de plasmar, comme on dit en espagnol, de capter un seul sourire, car là-bas, les enfants non seulement ne rient plus, mais au contraire, les enfants étaient même menaçants, car à Kaboul, je me souviens, j'avais apporté un sac plein de petits cadeaux très légers, de petites tours Eiffel, que les enfants d'habitude et les adultes adorent, mais là, les enfants ne voulaient même pas m'approcher et les prendre, bien que j'étais entièrement voilée, parce que les mollahs du haut leur disaient que nous étions les étrangers des diables et qu'il ne fallait pas nous approcher. Donc en Afghanistan, loin de prendre un seul message d'espoir, impossible, les femmes, les madones afghanes, comme je les ai appelées, incarcérées sous leur tchador, impossible évidemment de faire une photo d'espoir, sinon que de la douleur, tenant dans leurs bras des enfants maquillés au col, dont on ignorait s'ils étaient vivants ou morts, et les enfants de Kaboul me regardaient avec une haine immense et rejetaient les petits cadeaux que j'ai dû laisser à la frontière. Donc, le désespoir, voilà, je ne deviens plus, je cesse d'être un photographe de l'espoir, et alors là, maintenant, après les nuits entières que nous passons tous à voir les nouvelles de la guerre, de la nouvelle en Ukraine, je me dis que si j'étais là-bas, non seulement je ne vois pas quelle scène d'espoir ou de lumière je pourrais photographier, et j'ai même dit dans ma dernière interview à la radio, à la télévision, aujourd'hui, si j'étais là-bas, je n'aurais aucune pitié, je ferais des photos, j'essaierais de faire des photos encore plus dures que celles des hommes. Et alors ce choix de livre, où cette fois-ci, pour la première fois, je pense, vous allez montrer des photographies de morts, de cadavres. Plus douloureuses, oui. Parce que quand je vois cette guerre en Ukraine, je me dis que un photographe de guerre, qu'il soit homme ou femme, son devoir, même si je suis très fière d'avoir toujours gardé, non pas ce regard féminin qui n'existe pas, puisqu'il y a des photographes féminins aussi qui photographient la violence, et il y a des photographes masculins comme Robert Capa, l'immense photographe de guerre, qui lui a photographié non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants pendant la guerre civile espagnole, avec la même pudeur que je fais moi, ou que ferait une femme. Donc, maintenant que mon grand livre de guerre
où il y avait, je crois, 285 photos de guerre sur ces 14 conflits, noir et blanc évidemment. Ce livre de guerre étant épuisé, absolument épuisé, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été contactée par la MAP, qui dépend du ministère de la Culture, et que j'ai accepté, je le fais avec une grande joie, de signer. Et tout est déjà, les archives, ça y est, sont là-bas depuis une semaine. Je vais être la première femme photographe de guerre à rentrer à la MAP de mon vivant. C'est-à-dire, la MAP, qui dépend du ministère de la Culture, est chargée de protéger nos négatifs, les négatifs des grands photographes, dans des chambres fraîches, dans des souterrains, dans un fort à Saint-Cyr, près de Versailles, où il y a écrit sur Internet « La citadelle des images où ne rentre pas qui veut ». Or, moi, j'ai été sollicitée par la directrice, Mathilde Falguière, qui a dit à mon avocat de photo qu'elle adorerait m'avoir dans ses collections. Alors, mon amie Daphné Juster, très connue dans Paris, lui a dit « Mais chère Mathilde, bon, je ne vois pas de problème, sauf il faut que je vous dise que Christine est vivante, et bien vivante. » Alors, il paraît que la jeune femme a dit « Eh bien, merveilleux, dites-lui que je l'accepte même de son vivant. » Et donc, ça y est, mes négatifs sont tous là-bas, dans ces souterrains de ce grand fort de Saint-Cyr, mais leur but n'est pas seulement de rendre hommage et de perpétuer la mémoire des photographes morts, sinon au contraire de les valoriser et de les faire connaître de leur vivant. Donc, ils sont en train de faire un très grand livre avec moi. Ils viennent par exemple 2 fois par semaine ici. On va commencer par un grand livre de photos de guerre où on va rajouter non seulement des photos de guerre en couleur que vous ne connaissiez pas, puisqu'en général je ne montrais que des photos noir et blanc, et surtout ils vont essayer de montrer tous les à côté que je n'ai jamais montrés. Par exemple, ma photo iconique du bombardement de Phnom Penh, qui est sur tous les murs de Paris en ce moment. Oui, qui est l'affiche de l'exposition sur les femmes photographes de guerre. Voilà. 8 femmes photographes de guerre. Voilà. Eh bien, cette photo, l'autre jour, un journaliste radio me dit « Chère Christine Spengler, si je comprends bien, vous avez réalisé cette photo après le bombardement de Phnom Penh. » Ah, je me suis hérissée. J'ai dit « Comment ça, monsieur? Comment après? Mais j'étais sous le bombardement et j'y étais même avant que les 220 roquettes atteignent le cœur de Phnom Penh. » Et je lui ai dit « Voilà, c'est tout à fait vrai que je n'ai montré que cette photo apocalyptique, 2 photos, une toute vide comme une fin du monde et la deuxième qui est sur l'affiche où un soldat cambodgien me regarde avec des yeux suppliants. Se retourne. Voilà, se retourne vers moi pour me dire « Regarde ce qu'ils ont fait. » Mais j'ai dit à ce journaliste « Ce n'est pas pour cela que je n'ai pas pris les photos atroces des corps calcinés et boursouflés qui se retournaient brûlés dans la fournaise au premier plan. Et tout cela, je l'ai sur mes négatifs et je le montrerai aussi bientôt, car être photographe de guerre, c'est peut-être garder sa sensibilité et dans le cas être femme est un plus, car c'est une osmose que nous avons les femmes avec les femmes et les enfants, mais nous ne devons pas oublier que notre devoir est aussi de montrer la cruauté et la sauvagerie de la guerre. Oui, on va en reparler. Alors, je reviens à mon introduction, puisque dans cette introduction, donc, je reprenais le fait que vous aviez couvert
14 conflits. Alors dit comme ça, 14 conflits, ça semble un chiffre parmi d'autres. Mais en fait, c'est pas un chiffre parmi d'autres parce que 14 conflits, si mes sources sont bonnes, c'est quand même beaucoup plus que le palmarès de beaucoup de photographes hommes. Il n'y a pas beaucoup de photographes hommes qui ont couvert 14 conflits ici. Je ne crois pas. C'est de l'ordre de l'exceptionnel, cette densité de conflits couverts. Mais je crois que ce qui est intéressant dans mon travail, c'est pas seulement mon courage ou ma curiosité d'être allé connaître et photographier la douleur dans tous les conflits noirs de la guerre, mais je crois que ce qui est intéressant, ce qui est rare, comme vous disiez, je connais peu de photographes masculins qui aient photographié, comme moi par exemple, les sables brûlants du Tchad et du Front Polisario à Tindouf dans le Sahara occidental, les batailles du Bauxite en Irlande du Nord, après l'Asie, Vietnam et Cambodge, après le Nicaragua et le Salvador, après qui ont mis comme moi un voile pour pouvoir rentrer inaperçu chez Khomeini. Il faut que je vous dise Anne, que le fait d'être femme et brune de surcroît, c'est très important, m'a beaucoup facilité mon travail. Car même si je cache ma frange, les yeux sous mon voile, les yeux me trahissent. Or, la seule chose qu'un photographe ne peut jamais cacher, ce sont ses yeux. Oui, puisque c'est les yeux qui nous permettent, d'enregistrer toute cette douleur du monde. Donc, si j'avais eu, comme ma consoeur Catherine Leroy, de jolis cheveux blonds et des yeux bleus, je n'aurais pas pu passer inaperçu chez les talibans pendant 2 mois. Eh oui. Donc, être femme, pour moi, ça a été un plus dans ce métier. Alors, on va, si vous le voulez bien, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui, quelquefois de très loin, et qui peut-être ne vous connaissent pas encore, mais ça va être réparé très vite, j'espère, en écoutant. Donc, je vais devoir vous poser, on ne va pas trop s'attarder, parce que vous avez déjà de nombreuses fois répondu sur votre enfance, le début dans la photographie, le moment au Tchad et tout ça. Mais quand même, on est obligé d'en reparler un tout petit peu, même s'il y a beaucoup d'autres questions qui vont suivre, pour replacer un peu dans le contexte. Qu'est-ce qui a fait que la petite Christine Spengler est devenue la grande Christine Spengler ? Donc, je crois que le contexte familial et quelques circonstances dans votre enfance, l'Espagne, le musée du Prado, tout ça, je vais vous laisser raconter. Je crois qu'il y a des circonstances dans votre enfance qui ont déjà joué un peu un rôle sur des choses qui ensuite, que vous avez transportées avec vous et qui ont fait celle que vous êtes aujourd'hui, même si en fait, j'imagine, la liste est longue. Oui, mais vous avez raison, évidemment. Tous les psychanalystes le disent, c'est l'enfance qui détermine tout. Et alors, en 2 secondes, je suis d'origine alsacienne, Spengler, mais j'ai été élevée à Madrid après le divorce de mes parents. Et par mon oncle et ma tante, diplomate à Madrid, qui n'avaient pas d'enfants. Alors, oncle Louis m'emmène à l'âge de 7 ans à la corrida. Bon, oncle Louis était un grand aficionado et c'est là où pour la première fois de ma vie à l'âge de 7 ans, j'ai la vision du rouge, du sang surtout, du sang qui ruisselle sur le dos de l'animal. Le rouge, dans l'Espagne franquiste, est avec le noir la seule couleur qui égaye le noir. Il y a ce rouge terrible qui ruisselle sur le dos de l'animal le dimanche. Il y a le rouge des œillets dont j'inonde toutes mes expositions, dont celle d'Arles actuelle qui s'appelle Vierges et Toreros. Voilà, le rouge du vin dans les tavernes et le rouge des œillets greffés dans les cheveux des coupletistas, les amantes des toreros. Ce sont les 2 couleurs à laquelle je suis confrontée dès l'âge de 7 ans à Madrid. Mais bien entendu,
le premier jour où oncle Louis m'emmène à la corrida de Las Ventas à Madrid. Et puis tous les dimanches, je l'écris dans un livre que je viens de terminer, qui est La suite d'une femme dans la guerre. Je raconte que le dimanche, je m'échappais de l'appartement de la calle Velázquez où nous vivions à Madrid pour aller toute seule frapper à la grande porte métallique de la Plaza de Toros de Las Ventas, où deux grands centaures qui vivent encore, Pimpi et Enrique, de grands picadors juchés sur leurs chevaux énormes, m'ouvraient la porte. Je disais « Pimpi, Enrique, ouvrez-moi, soy Cristina ». Ils m'ouvraient la porte, ils disaient « Pasa, pequeña, pasa ». Et c'est comme ça que je me suis familiarisée avec les arènes, mais évidemment, Anne, j'ignorais que ces arènes de mon enfance de Las Ventas me mèneraient plus tard aux arènes sanglantes de Sabra et Shatila. Ah oui. Il y a beaucoup de boucles, en fait, on trouve dans votre vie. Tout à l'heure, il y avait quelque chose de très intéressant avant qu'on commence cette interview avec les colombes que vous m'avez montrées. Parce que dans votre enfance, il y a aussi votre mère qui a été une personnalité aussi quand même, une artiste surréaliste assez haute en couleur. Beaucoup inspirée. Oui. Et donc, forcément, le monde surréaliste, il y a quand même une ouverture des esprits, il y a quand même à l'époque, par rapport au contexte aussi de l'époque, politique et tout ça. Cette liberté, j'imagine que ça a peut-être aussi joué un rôle. Et même si vous avez été longtemps ensuite sans vous voir, vous m'avez montré tout à l'heure une boucle aussi entre son travail et le mien. Voilà. C'est vrai. Je m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire, ma mère, lorsqu'elle est morte, je ne l'avais pas revue depuis 20 ans, malheureusement, car depuis que j'ai fait de la psychanalyse, je me serais réconciliée avant, si j'avais fait de la psychanalyse avant. Eh bien, ma mère, je ne l'avais pas revue depuis 20 ans, mais forcément, tous les souvenirs de l'enfance, quand je la voyais pieds nus, avec ses robes gitanes magnifiques, peindre sur les murs de notre maison face à la mer à Marseille, et qu'elle peignait de grandes colombes de la paix dans la chambre de mon petit frère d'Éric et moi. Ces colombes, je les ai retrouvées plus tard dans des œuvres que j'ai héritées d'elle avec mon compagnon Philippe, et vous l'avez vu à la maison. Il s'agit d'une œuvre jaune ocre qui est créée dans un matelas en mousse. Ça ressemble, il y a des cratères comme du Vietnam. J'ai dit à Philippe, mais ma mère n'est jamais allée au Vietnam, mais moi qui y étais, ce sont les cratères du Vietnam, mais que c'est beau qu'elle ait greffé, Huguette, une colombe de la paix en bas à gauche, dans ces cratères du Vietnam. Philippe ne savait rien, donc il ne me dit rien, et ce n'est que, il y a, je crois que c'était l'année dernière, lorsque je fais ma dernière photo connue dans la jungle de Calais, qui n'est autre que la guerre, parce que la jungle de Calais, c'est la guerre aussi, et qu'à la Maison européenne de la photo, dans ma rétrospective à la MEP, Jean-Luc Monterosso, le directeur, a exposé le cimetière des martyrs en Iran, exactement dans la même taille que la jungle de Calais. Et c'est un vieux journaliste, un vieux monsieur très cultivé, qui est venu m'interviewer il y a 1 an. Et puis, dans la pièce où je dors, car j'aime dormir dans le salon, me réveiller en voyant toutes mes photos, vous les avez vues, Anne, oui. Eh bien, il me dit, mais c'est incroyable, vous avez photographié récemment, dans votre dernière photo célèbre, un jeune migrant afghan qui, sur sa petite tente noire, ancrée dans la boue, a peint de grandes colombes blanches de la paix. Et voilà qu'au mur, je lève les yeux et je vois
une des dernières œuvres de votre mère. En effet, je m'en étais pas rendu compte, Anne, quand j'ai fait la photo. C'est comme quand je fais mes natures mortes actuelles, que je mets toujours le personnage central, que ce soit Frida Kahlo, Marguerite Duras ou la Kalash, mes idoles. Je les mets toujours au centre et je les entoure d'objets de souvenirs. Cela me vient des cimetières des martyrs en Iran, où les femmes entouraient les portraits de leurs défunts de pétales de rose. Voilà, donc en effet, il y a toujours des boucles. Alors, donc, il y a ce moment, parce que je crois que petite fille ou jeune fille, enfin, avant d'aller au Tchad, vous ne pensiez pas du tout. Je voulais être écrivain. Voilà, vous vouliez être écrivain. Et puis, comme Marguerite Duras. Voilà, on va en reparler aussi. Et donc, ce moment au Tchad, est-ce que c'est vraiment le début, le déclenchement où vous décidez... C'est à la seconde. Mais qu'est-ce qui vous décide de... Parce que vous auriez pu avoir... Enfin, plaisir, c'est pas le mot qui correspond au contexte, mais enfin, vous auriez pu trouver ça intéressant de faire à ce moment-là des photographies avec l'appareil de votre frère. Mais qu'est-ce qui vous fait dire c'est vraiment ça que je veux faire? Je le sais, je m'en rendais pas compte, mais déjà à l'âge de 7 ans, lorsque j'arrive à Madrid, et que je suis séparée de mon père, de ma mère, de mon petit frère adoré, d'Éric, et que j'arrive dans cette Madrid, cette ville franquiste, dominée par le noir, où il n'y a pas de couleur, comme je vous disais, hormis le rouge, des œillets et du sang ruisselant sur le dos des taureaux, eh bien là, tout de suite, j'étais déjà une enfant rebelle. Je viens de l'écrire, donc il n'est pas encore publié, mais je viens d'écrire tout sur mon enfance à Marseille et Madrid. Et là, déjà toute petite, par la fenêtre de la calle Velázquez, où mon oncle avait accroché que des tableaux taurins, justement, dont c'était la seule note de couleur, c'était les seules personnes à qui je parlais, car j'étais tellement triste que je ne communiquais pas avec les petites filles de mon âge au lycée français de Madrid. Je n'étais fascinée que par notre professeur, Monsieur Gassier, qui m'a découvert la passion pour Goya, qui deviendra mon maître. Et donc mon maître devient Francisco de Goya et non pas aucun autre photographe. Et c'est de lui que je tiens ce noir si noir dans mes photos, contrairement par exemple à la lumière argentée du très grand photographe Salgado, dont on dit qu'il a une lumière digne de Velázquez. Moi non, j'ai le noir de Goya qui ressort. Et puis c'est pour ça que toute ma vie, je prendrai des photos avec l'objectif que me donne Éric avant de mourir, qui est un objectif 28 mm, c'est-à-dire un grand angle, car je veux capter, comme Goya, tous les désastres de la guerre, et pas seulement des yeux ou un visage. Je veux capter l'environnement et que l'on ait l'impression presque qu'il y ait les cris et la poussière. Et donc là, c'est la photo, parce que vous auriez pu avoir un coup de foudre pour la photographie, comme souvent les photographes racontent à un moment, mais la photographie de guerre, c'est à partir de ce moment-là que vous... Non. À Madrid, quand j'étais petite, quand je ne voulais que devenir, je ne voyais pas d'autre issue. Oui. Pour témoigner, j'étais déjà, comme je vous disais, je me rends compte, très rebelle. Par la fenêtre, dès les premiers jours de mon arrivée à Madrid, j'étais profondément choquée de voir se côtoyer des voitures conduites par des chauffeurs en casquette et en gants blancs qui dépassaient des carrioles conduites par des gitans faméliques qui transportaient des meubles cassés. Et tout ça, je me disais, eh bien, je l'écrirai plus tard dans le livre que je vais écrire. Je voulais déjà, j'étais très engagée, je voyais cette injustice sociale et tout. Donc jamais j'aurais pu deviner
qu'un jour, je tiendrai un appareil photo en main, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque à Madrid. Personne ne faisait de photos, il n'y avait pas de magazine photo. Hein. Donc, ce n'est qu'à l'âge de 24 ans, à la mort de notre père en Alsace, que Eric et moi décidons de faire ce grand voyage initiatique au Tchad dont nous avions toujours rêvé depuis l'enfance. Et c'est là, en voyant ma première photo publiée et célèbre, de 2 combattants Toubou, armés jusqu'aux dents de grands Kalachnikov, qui se dirigent main dans la main vers le front, que je dis à Eric, « Oh, prête-moi un de ces appareils photo, moi aussi je veux témoigner. » Et après les 23 jours de prison, lorsque nous sommes relâchés, après avoir été traités d'espions ou de journalistes venus aider les rebelles, eh bien, je dis à Eric, je ne le savais pas, mais lorsque j'ai un appareil photo entre les mains, je n'ai ni chaud, ni froid, ni peur. Je suis né pour ce métier. Donne-moi un de tes appareils, j'apprendrai mon métier sur le terrain et je deviendrai correspondante de guerre pour témoigner des causes justes. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la jungle de Calais, par exemple. Oui. Et donc, il y avait une capacité d'indignation, en fait, depuis toute petite. Très grande. Qui vous n'avais pas animait. pensé à ce mot. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a frappé j'ai quand dit que j'ai j'étais lu. rebelle. Oui. Mais c'est ça. Oui, parce que l'indignation, il y a quelquefois des personnes qui se disent rebelles, mais ça peut être pour des plus ou moins bonnes... Enfin, ça peut être un peu pour tout et n'importe quoi, mais c'est ça. Vous, j'ai ressenti cette capacité d'indignation. Donc au début, vous pensiez que ce serait par l'écriture, et finalement, ça a été au début par la photo. Et maintenant, c'est par les deux. Oui, maintenant, c'est par les deux. Par l'écriture et la photographie. Et oui. Parce que quand j'écris Une femme dans la guerre, et que aux éditions des femmes, et que maintenant, je viens de terminer la suite, c'est... Mon idée était justement de pouvoir raconter ce que la photographie est incapable à dire, c'est-à-dire les cris et les odeurs. Oui, parce que vous avez dit plusieurs fois qu'effectivement, on dit un peu facilement une photo vaut 1000 mots, et vous dites que non. Je dis le contraire, oui. que même dans ma photo iconique, là, le bombardement de Phnom Penh prise à midi, à peu près quelques mois avant l'arrivée des Khmers rouges, eh bien, je dis toujours, je regrette que nos photos, pas seulement les miennes, de mes confrères et mes consoeurs, puissent crier et dégager des odeurs comme celles qui se dégageaient ce jour-là dans le ciel de Phnom Penh. Oui, où ce ciel est tout noir. C'est pour ça que j'ai voulu écrire. Oui, il y avait une frustration en fait de ne pas pouvoir en dire autant. C'est pour compléter. Oui, compléter. Donc je suis les deux, ombre et lumière, comme les arènes de mon enfance à Madrid. Et alors, dès le début et tout au long ensuite de votre carrière, vous refuserez le sensationnalisme. Pas de photos de mort, de corps déchiquetés, vous n'avez jamais cédé... Pas de photos de sang en couleur. Voilà. J'opte définitivement pour le noir et blanc. Et vous n'avez jamais cédé à la photo racoleuse. Et ça, c'est très noble. Et la question que je me posais, parce que les médias qui vous achetaient les photos sont souvent dépendants, pour ne pas dire, pour certains, quelquefois esclaves du sensationnalisme. Est-ce que ce choix que vous avez tenu de ne pas céder à ce type de photographie, et ce choix tout à votre honneur, n'a pas été parfois difficile à tenir, quand vous saviez que ceux qui pouvaient vous acheter les photos étaient en demande de ça? Non, parce que je me suis rendu compte, je faisais les photos qu'attendaient de moi les grands magazines. Bon, Paris Match, Life, Time ou Newsweek, mon agence, Sigma, mettons, ou SIPA. Je les faisais comme ferait un homme. Oui. Bon, je me dirigeais vers un champ de bataille à Marbès, au Sahara occidental. Il y avait 300 morts marocains tués la veille, recroquevillés dans le sable, sous le soleil ardent. Bon, il y en a une d'ailleurs, je crois, au musée. Bon, et alors, je faisais la photo pour, comme nous disons dans ce métier, pour rassurer. Dans le jargon, on dit comme ça. Ah, parce que si pareil, moi je me dis, mais vous êtes correspondant de guerre, mais elle est où la photo des 300 morts marocains? Il fallait que je l'ai.
Seulement, après, comme j'ai écrit sur les murs de la Biennale de Moscou et à la MEP aussi, j'ai écrit « Mais après, je laissais parler mon cœur de femme et je me dirigeais vers les survivants », comme faisait justement Robert Capa, même si c'était un homme, comme quoi le regard féminin n'existe pas. Oui. Et alors là, c'est là où j'étais complètement consciente. J'étais consciente que c'était ces photos, quand je dis uniques, je ne veux pas être prétentieuse, je ne veux pas dire unique, je veux dire unique qui ne ressemblaient pas aux autres, comme par exemple Saigon rentre dans l'année du buffle. J'ai beaucoup de photos que ne prenaient pas les autres, donc ça s'appelle des photos uniques. Voilà. Mais là, j'étais, ah oui, la jeune femme vietnamienne, accroupie au milieu d'un rempart de bottes des GI, qui avec un petit sourire narquois me regarde, 1 heure avant la paix au Vietnam, l'air de dire « Nous avons gagné, c'est la dernière fois de ma vie que je cire leurs bottes ». Bon, cette photo a fait le tour du monde aussi. Donc, je cherchais ça. J'étais consciente quand je l'ai fait. Je ne les cherchais pas, je les faisais avec mon cœur. C'était irrépressible. Mais, peu à peu, je me suis rendu compte que les magazines ont raffolé et que, justement, ils appréciaient mon œil et mon regard. Et la preuve est que Paris Match m'a toujours donné des jobs. Depuis que j'étais complètement débutante jusqu'à la fin. Et les gens aiment de plus en plus mon regard. Des nuées d'horreur et de sensationnalisme. On en a besoin de plus en plus, parce que là, on en est tellement abreuvé de sensationnalisme et d'horreur, on en est gavé, quoi. Alors, vrai. Dans vos photos, donc souvent, hommes, femmes, enfants regardent l'objectif en face. L'important dans la guerre, dites-vous, ce ne sont pas les morts. Je l'ai écrit dans mon livre, c'est ça? Dans Une femme dans la guerre. Ça, je ne sais plus où je l'ai lu. Oui. L'important dans la guerre, dites-vous, ce ne sont pas les morts, ce sont les survivants. Ben, évidemment. Vous ne vouliez pas faire des belles photos, mais des photos fortes. Alors, des belles photos sur la souffrance, la misère, c'est indécent. Est-ce qu'il y a des choses, des lignes que vous vous interdisiez de dépasser? Est-ce que c'est juste du ressenti? Non, est-ce que c'était formulé? Je m'interdisais l'horreur, la facilité et l'horreur. Oui. Car c'est beaucoup plus facile de photographier un mort, une fois qu'il est mort, qui nage dans une mare de sang, dépecé, que de faire des photos touchantes, comme vous l'avez vu ce matin au musée de la Libération à Paris, place d'Enfer Rochereau, une exposition qui va durer encore 8 mois. C'est plus, je sais pas, c'est plus unique, peut-être et surprenant, je sais pas, de montrer à la fois, à 2 heures d'intervalle, ces enfants joyeux cambodgiens qui nagent en riant, qui apprennent à nager dans le Mékong sur des cartouches de douilles d'obus vides, et cet enfant qui, 2 heures après, accourt en sanglotant dans la jungle parce qu'on vient de lui annoncer que son père est mort. Tous les autres confrères masculins se précipitent pour prendre la photo du père mort nageant dans son sang. Moi, je n'en prends aucune et je me dis, je ne crois pas que ce soit cela l'important. Tout le monde sait que des soldats meurent dans la guerre. Je crois que c'est plutôt la détresse et le désespoir de l'enfant que je vais montrer. Et comme toujours de façon très pudique, Anne, je me cache derrière un buisson. On voit très bien sur la photo qu'il ne me voit pas. Et à mon habitude, je n'en fais qu'une. Et donc, on voit l'enfant agenouillé, agrippé au brancard de son père. C'est les compagnons de son père, les soldats, l'ont enveloppé dans un poncho en plastique
avec 2 petites ficelles. Il n'aura pas de sépulture. Ils auront à peine le temps de le jeter sur le bas-côté de la route que l'enfant de Phnom Penh deviendra l'enfant survivant qui fuira tout seul sous le napalm. Oui. Et en fait, ce que je trouve très fort, c'est que justement, comme vous dites, c'est la facilité. Les corps morts, mais les corps morts, en fait, c'est facile. ne souffrent plus. Mais non. Vous montrez, parce qu'on dit c'est montrer les dégâts de la guerre. Alors, les dégâts de la guerre avec des corps morts, ce sont certes les dégâts de la guerre, mais le corps mort en lui-même, il ne souffre plus. Vous montrez les dégâts de la guerre qui sont irréversibles, c'est-à-dire chez les survivants. Parce que qui pourrait nous arriver à tous. Voilà. Quand nous pensons que nous ne sommes, je crois, Anne, qu'à 400-500 kilomètres, je crois, de Kiev. Nous. Oui. Vous vous rendez compte ? 400-500 kilomètres, on prend la voiture, on arrive le lendemain. C'est-à-dire, les femmes pleureraient de la même façon, les enfants crieraient de la même façon. Le deuil est universel. Et ces dégâts de la guerre, ensuite, restent chez les vivants jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça, ça ne s'arrête pas avec la fin de la guerre. Ah non, les enfants... Oui. De la même façon dont, par exemple, les enfants de Phnom Penh, dans une double page, j'en montre 3 enfants assez jeunes qui rentrent de la pêche dans les champs de la mort à 14 km de Phnom Penh, et dans leur seau, ils n'ont pas mis des poissons, ils ont rapporté des crânes et des os humains qu'ils ont trouvés encore récemment dans les champs de la mort et qu'ils vont placer dans un mausolée à ciel ouvert, où il y a les 869 crânes des Khmers torturés et assassinés par Pol Pot. Donc, de la même façon dont leur visage est stigmatisé de ces 3 enfants, que l'on se rend compte que ces enfants ne riront plus jamais de leur vie, parce qu'ils savent très bien que dans l'arrière-plan, dans ce mausolée qu'ils viennent de compléter avec les os qu'ils ont trouvés, eh bien, ils savent que leurs grands-parents sont là quelque part, et peut-être leurs parents. Donc, la guerre, c'est irréversible. Et là, évidemment, que ces enfants ne seront plus jamais, évidemment, heureux, ni les survivants de l'Ukraine, s'il y en a, mais ils seront marqués à vie. Oui, c'est ça. Par ces souvenirs. Quand les guerres s'arrêtent, les médias arrêtent d'en parler et puis on pense que la vie reprend comme avant. Non, la vie ne reprend plus jamais comme avant. Ils vont rester marqués à vie. Oui, comme en Syrie, comme dans tous les conflits Exactement. que vous avez couverts. Mais oui. Les enfants, et surtout dans l'enfance où on est si sensible, où tout s'imprègne et s'imprime. Et est-ce que je me demandais, puisque vous avez vu toutes ces décennies et couvert tous ces conflits et aussi l'évolution des techniques de photographie, est-ce que vous pensez que les images ont toujours autant d'impact aujourd'hui, peuvent toujours avoir autant d'impact ? Plutôt la télévision que nos photos. Ah oui ? Oui, la télévision, évidemment. On est tous assis nuit et jour devant la guerre en Ukraine. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une saturation à la télévision ? Oui, parce que la télévision, c'est tellement cru. Oui. Voilà, justement. Mais non, je crois qu'il y a de moins en moins de photos bouleversantes. Parce que, par exemple, moi, je lis des centaines de photographes en Ukraine, célèbres, pas célèbres, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Mais franchement, je ne crois pas que nous ayons vu beaucoup de photos bouleversantes, iconiques, qui font pleurer. Non. Je crois que c'est peut-être depuis qu'il n'y a plus
depuis que les gens font des photos avec leur téléphone, mais avant, des magazines comme Paris Match, ils consacraient 8-10 pages à la guerre et ils envoyaient de grands photographes. Aujourd'hui, non. Moi, quand j'ai arrêté, c'est pas que j'ai voulu, c'est que les 3 magazines qui m'envoyaient toujours, c'est-à-dire Paris Match, El País et El Mundo, puisque je suis française mais élevée en Espagne, eh bien les 3 m'ont dit « Mais Christine, mais pourquoi veux-tu qu'on t'envoie là-bas que tu rentreras avec, tu auras encore dans tes poches les rouleaux de films non développés que nous, on aura reçu des centaines de photos gratuites dans la nuit, plus ou moins bonnes, mais ça fait rien. Voilà, non. Oui. C'est pour ça que moi, je fais par exemple des livres et des expositions pour... voilà, Oui. parce qu'il n'y a pas d'autre... Et s'extraire un peu de ce temps de zapping et où on consomme, et finalement, est-ce que ça fait vraiment réfléchir et juste, bon, Oui. à part se dire, ah oui, c'est horrible, et puis bon, on tourne la page, on a une publicité C'est pour ça. un truc de luxe, et puis on passe à autre chose, et puis c'est vrai que le livre, les expositions, ça Oui, nous parce fait que prendre le regardez temps. le succès de cette exposition Oui, du musée de la Libération, consacrée à 8 femmes photographes de guerre. Ça aurait pu être beaucoup plus que 8, ils en ont choisi 8. Mais je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est que les 8 sont de nationalité et d'âge complètement différents. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer le regard si différent de ces 8 femmes, qui auraient pu être 20, mettons, ou 15. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que nous sommes, vous qui êtes allés ce matin, oui. Très, très différentes les 8. Et puis, cette exposition, évidemment, elle a un succès inespéré. C'est très triste à dire, à cause de la guerre de l'Ukraine. Donc les gens, maintenant, ils sont fascinés par la guerre, qui voient la télévision la nuit. D'un autre part, ils ne voient pas de grandes photos qui les bouleversent, ni dans Pareille Match, ni nulle part. Et tout d'un coup, ils lisent « Oh, la guerre vue par des femmes ». Alors ça, ils disent « Alors ça, c'est surprenant. On ne savait même pas qu'il y avait vraiment des femmes qui utilisaient leur vie à faire ça. Alors on va y aller ». Et donc, voilà. Et puis les parcours, parce que vos 8 parcours, je dis vos puisque vous êtes dedans, C'est ça. les parcours de ces 8 femmes, alors Complètement moi il y en avait, différents. je ne connaissais pas, hein, j'avoue, bon, Mais je non. connaissais de nom Gerda oui. Taro, la jeune femme qui est morte en Afghanistan, Lee Miller, du coup j'ai regardé le documentaire sur Arte, Évidemment. je ne pensais pas du tout qu'elle avait une vie aussi incroyable et surtout les descendants, là, son fils, petit Oui. qui n'étaient même pas au courant qu'elle avait... C'est incroyable. C'est Mais c'est son fou. mari et son fils, comme elle était tellement belle, Oui. une égérie de surréalisme, Oui, de Man Ray, un mannequin et tout ça, au fond, elle a pratiqué la guerre que pendant quelques mois de Oui, sa vie. oui, Donc, oui. on ne peut pas non plus dire, bon, Ben oui. le plus grand photographe de guerre féminin du monde. C'est surtout Que parce qu'il y a eu quelques mois. photos des camps de concentration Ah, qui ça, étaient, c'est qui ça, c'est étaient à terrible. l'époque en Ah plus oui, exceptionnelles. La photo impressionnant. dans la baignoire d'Hitler qui a fait Oui. le tour du monde. Oui, Il y a eu des choses fortes, mais avant, elle travaillait pour un magazine de mode, d'ailleurs, pour Vogue. c'est assez Donc, curieux que Vogue ait accepté très de curieux. couvrir, de prendre ces photos de guerre pendant la guerre. Très curieux. Ah oui. Et en effet, ce que nous avons appris ce jour-là, j'étais là Oui, pour féliciter son fils et tout. le jour de l'inauguration Oui, de le l'exposition, jour oui, où du on vernissage. lui a... Oui. non, mais on lui a dédié une plaque. Oui, la plaque, oui. La rue Lee Miller, Oui. là où elle avait créé son atelier, voilà. Et c'est là où on apprend que ce n'est qu'à sa mort, je crois, que son mari et son fils découvrent Oui. que cette beauté sans nom qui a fait un procédé extraordinaire qui s'appelle la solarisation des choses extraordinaires de beauté,
que leur femme et leur maman, elle a photographié des corps amaigris et morts, des montagnes de corps à Dachau. Oui. Bon, et moi je me souviens, l'autre jour, je crois que c'était aussi à la télévision, on me dit, Christine Spengler, est-ce que ça vous est arrivé de devoir vous cacher de votre compagnon lorsque vous partez en reportage? J'ai dit, bien évidemment, je l'ai écrit dans mon livre, dans le chapitre, lorsque je pars À Kaboul, et que que je n'avais rien dit. J'avais préparé mes habits, fait réparer mes Nikon, tout. Et le lendemain matin, quand mon compagnon se réveille, il me voit dans un costume insensé. Il m'avait jamais vu comme ça. Le visage, mais il me dit, mais chérie, où vas-tu? Je dis, non, c'est rien, t'inquiète pas. Je pars à Kaboul, je t'enverrai un téléx ce soir. Et il me dit, oh, mais comment à Kaboul, c'est taliban, mais je peux pas le croire. Laisse-moi, moi, t'accompagner en taxi à l'aéroport. Et à l'aéroport, j'ai vu, il me regardait comme ça de profil et il se disait, c'est une femme qu'il n'avait jamais vue de sa vie, puisque lui, il aime que je sois extrêmement sophistiquée, maquillée comme ma mère, des yeux de geisha, des bracelets, des talons hauts. C'est la première fois qu'il me voyait en tenue presque comme un homme de combattante. Et alors, il n'arrêtait pas de me dire « Mais que ces couleurs sont horribles !» Ne t'en fais pas, chérie, j'en porterai d'autres en rentrant. Et à la fin, je termine mon chapitre, Anne, il me dit « Et le petit saphir de ta grand-mère, tu l'as même ôté ?» Je lui dis « Oui, pour là où je vais, je n'ai besoin que de mes yeux. » Donc moi aussi, j'ai dû me cacher pour faire ce métier. Mais j'ai beaucoup de chance, c'est que Philippe est quand même resté présent et m'a attendu. Oui, parce que ça n'a pas dû être facile de toute cette vie durant de vous savoir en danger. Je l'aime, je lui suis plus reconnaissante aujourd'hui parce que je m'en rends compte, parce que sa famille, ses amis aujourd'hui me le racontent. Oui. Quand tu es parti à Kaboul pendant 2 mois, et il a beaucoup souffert, il ne mangeait presque plus, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, je le remercie chaque fois que je peux. J'ai beaucoup de chance d'avoir un compagnon. Alors, vos photos ont fait le tour du monde, on l'a dit, et je me demandais, parce qu'on dit souvent que la musique est un langage universel. Est-ce que l'on peut dire, selon vous, la même chose de la photographie? Est-ce que, quand vos photos ont fait le tour du monde, est-ce que ce que vous vouliez dire dans une photo est toujours bien compris partout et de la même façon? Je crois. Oui. J'ai vu des gens, même des hommes, pleurer à mes expositions de guerre. Oui. Oui, j'ai l'impression, je ne fais pas exprès, mais j'ai l'impression que j'ai su les toucher. Mais enfin, je ne comparerai pas avec la musique. La musique est un langage qui séduit même les animaux. Même les animaux les plus féroces, ne parlons même pas des lions dans la jungle, tout ça on l'a vu à la télévision, on le sait, qui écoutent de la musique. Mais moi, élevée en Espagne, il faut que je vous parle, parce que c'est vrai, d'un taureau dans la maison de la grande famille dominguine qui, tous les soirs, venait écouter le piano de la maîtresse de maison. C'est joli, non? C'est très joli, et moi, tout ce qui sensibilise, tout ce qui peut faire que l'on ne considère pas les animaux comme des objets, je suis preneuse. Est-ce que vous n'avez jamais craint de vous habituer à l'horreur, de ne plus ressentir? Je pensais à ça parce que quelquefois, quand on parle à des chirurgiens ou à des personnes dans les hôpitaux qui voient la mort tout le temps, vous savez, ils nous disent on est obligé de se blinder et tout ça. Alors je me demandais, est-ce que vous n'avez jamais craint de vous habituer à l'horreur, de ne plus ressentir de tristesse ou d'indignation?
Est-ce que vous n'avez jamais craint qu'à force, et peut-être Non. par un réflexe de protection, pour ne pas être fracassé par trop d'émotions, Non, que ça se banalise? Jamais. Non. En effet, les docteurs, ça, je l'ai entendu dire, hein, que pendant qu'ils opèrent, des fois, ils racontent des farces. Ils parlent de tout à fait autre Oui. chose, oui. Et Et puis, il voit beaucoup de morts aussi dans les oui, hôpitaux. c'est pour ça Oui. qu'ils parlent beaucoup de sexe, qu'ils pratiquent beaucoup le sexe. Oui, mais nous, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas ni de mes confrères masculins, ni féminins. Je ne parle que de moi non. D'accord. Jamais, 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 j'ai cessé d'être bouleversée, et je le suis encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'à la vue de la guerre à la télévision. Oui. Non. On a compris que votre capacité d'indignation et d'émotion était intacte. Ah oui. Alors, Même plus. oui. Devient chaque fois plus, Ah oui. oui, plus indigné, plus. Et la preuve que j'ai dit aujourd'hui, il n'y a dans tout ce que je vois à la télévision en Ukraine, il n'y a plus de place pour l'espoir. Et donc, je ferai des photos encore plus terribles que font les hommes. Alors, vous vouliez, vous le disiez, témoigner des causes justes. Et dans une belle archive de l'INA de 1991, que j'ai regardée pour préparer cette interview, dans une émission de Bernard Pivot, c'était pour l'exposition de la guerre aux rêves, vous lui dites « Je n'ai pas honte de le dire, je suis une journaliste qui choisit toujours son camp. » C'est vrai. Et je me disais, c'est difficile quelquefois de savoir si une cause est juste, parce que je pense à certains conflits où l'on croit, d'après les informations qu'on reçoit ici, où l'on croit dès le début savoir qui sont les bons et qui sont les méchants. Et puis, le temps passant, on apprend qu'il nous manquait des éléments, ou que les informations que l'on nous a données étaient fausses, ou ne nous donnaient qu'une vision partielle de la réalité. Et comment vous travailliez à l'époque sur ces conflits pour vous faire votre idée? Et est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver sur un terrain de guerre et de vous apercevoir que la réalité sur place était différente de ce que vous aviez imaginé avant d'arriver? Non. Non. Moi, je fonctionne comme dans tout dans ma vie, comme dans l'amour, comme dans tout au coup de cœur. Une image vue à la télévision, par exemple, pourquoi je suis allée témoigner, qui était mon reportage sûrement le plus dangereux, pendant 2 mois dans l'Afghanistan des talibans. Tout simplement, j'étais à Madrid, la ville de mon enfance et de mon inspiration. Je me sens beaucoup plus espagnole que française, parce que pendant qu'oncle Louis m'emmenait à la corrida, on a oublié de le dire, mais ma tante Marcelita Ajacienne, que je remercie tous les jours, son portrait est partout ici, m'emmenait 2 fois par jour au musée de Prado. Donc, j'ai eu, cette grande culture à cause d'elle. Alors, pourquoi je suis allée chez les talibans? C'est un bon exemple. J'étais donc à Madrid, dans la ville de mon enfance, et non pas à Paris. J'étais en train de photographier une cape taurine que j'avais fait estampiller au nom de Christian Lacroix. Cette cape est exposée en ce moment dans l'expo qui a lieu pendant 2 mois, Vierges et Toreros, à la galerie Fichaille d'Arles. Et là, j'étais en train de photographier les bijoux sacrés que je lui avais demandé à Christian de me prêter. Oui. J'avais mis du flamenco, c'était Pâques, un soleil merveilleux, rentré par la fenêtre, et tout d'un coup, alors que je suis noyée dans un monde de beauté et de couleurs, puisque je réserve la couleur à la vie, le noir et blanc au deuil, et donc là, j'entends, alors que je suis en train de poser mes objets sur la cape, j'entends la télévision qui dit « Les talibans qui sont rentrés hier à Kaboul ont coupé ce matin sur la place publique la main d'une petite fille de 10 ans qui portait du vernis à ongles. » Mon cœur s'est révulsé. Mon paysage est devenu noir et sombre
comme lorsque j'ai reçu à Saigon le télégramme bleu annonçant le suicide de mon jeune frère Eric à Paris, j'ai sauté sur le téléphone et j'ai appelé mon rédacteur en chef chez Paris Match et je lui ai dit « C'est Christine, je voulais te dire que j'ai entendu les nouvelles et que je veux aller à Kaboul. Je pense que parce que je suis femme, pudique comme tu le sais, et que je mettrai mon voile, j'aurai beaucoup plus de facilité qu'un homme à pouvoir cacher mon appareil photo. » Et c'est là qu'il m'a répondu « Tu n'as même pas besoin d'attendre la réponse. Tu prends l'avion demain. Lundi, tu viens me voir, je te donne le billet et tu pars à Kaboul. » Et donc, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec le cœur, plutôt que la raison. Bon, du côté irlandais, j'étais avec voilà, les enfants de Belfast et Derry. Non, j'ai toujours pensé que j'avais fait le bon choix. Non, je m'étais jamais... Non. Oui, pas de difficulté. Non. J'ai jamais regretté oui. d'être de côté où j'étais. Donc votre vie a été en danger plusieurs fois. Est-ce que vous en êtes sortie différente de ces moments-là ? Je m'en suis sortie grandie et plus forte. Mais la foi qui a été déterminante et intéressante dans ma vie et dans ma carrière, c'est la foi là où j'ai été le plus près de la mort lorsque les combattants morabitoun, très très dangereux, m'ont arrêté à Beyrouth, m'ont bandé les yeux, m'ont fait défiler dans les rues en disant que j'étais une espionne sioniste. Je devais être exécutée le soir même. J'ai été libérée in extremis par le leader druze Walid Jumblat, qui a certifié que je ne pouvais en aucun cas être une espionne, sinon une photographe de l'agence Sigma. Mais le lendemain, il m'a accompagnée à l'aéroport et il m'a dit « Tu dois partir, tu ne peux pas rester ici pour l'instant. » Et là, ça m'a beaucoup changé parce que c'est la première fois où j'étais si près de façon consciente de la mort. Parce que nous tous, oui. hommes et femmes, notre vie est en danger à chaque seconde, oui. sans même qu'on le sache. Par exemple, on court dans une rue, comment peut-on savoir qu'un sniper va pas tirer sur vous en un quart de seconde ? Sous le bombardement de Phnom Penh, à midi, où j'étais sous les 200, et mes photos le prouveront, donc je n'invente pas, les négatifs sont donc à la map. Donc, là, on est en danger, contrairement aux toreros de mon enfance. Les toreros ne sont en danger que en une heure précise, à 5 heures de l'après-midi, et en un lieu précis. Lorsqu'ils sortent de l'arène, s'ils n'ont pas été attrapés par le taureau, ils sont doublement vivants. Bon, en sursis jusqu'à la prochaine fois. Nous, non. Moi, jusqu'à la seconde où on est rentré à la maison à Paris, on ne peut pas savoir, la mort nous guette à chaque seconde sans s'en rendre compte. Mais là, cette fois-ci, à Beyrouth, c'était complètement différemment, les yeux bandés, l'interrogatoire. Donc là, ça m'a beaucoup changé ma vie et ma carrière, puisque lorsque je décide de rentrer, m'arrêter quelques jours à Madrid et non pas à Paris pour me ressourcer dans cet appartement de Manolete où j'habitais, que j'adore et tout ça, je me dis, je vais rendre hommage peut-être aux toreros de mon enfance. Là, dans l'avion, je me dis, j'ai frôlé la mort cette fois-ci de si près, parce que derrière le bandeau que les morabitoun m'avaient mis sur les yeux, j'étais agenouillée, les mains attachées dans le dos, avec un groupe de prisonniers israéliens. Je revoyais toute mon enfance défiler derrière ce bandeau. Donc la mort était imminente et très proche. Et là, quand j'étais dans l'avion, j'ai décidé que pour chaque photo de deuil que j'avais prise dans ma vie,
j'allais créer une photo, un hymne à la beauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières natures mortes couleurs pour ramener les morts à la vie. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc ça a été très important. Cette fois où j'ai été si près de la mort, là, j'ai dit, bon, je veux être un témoin du deuil du monde et de l'horreur et de la cruauté, mais en tant que fille d'une artiste surréaliste élevée au Prado, dans le pays de la beauté, je veux aussi aussi montrer la beauté du monde. Oui, parce qu'il y a d'autres formes artistiques très présentes dans votre vie, donc l'écriture qui quand même vous a rattrapé, puisque maintenant il y a plusieurs Évidemment. livres et que vous avez, vous continuez d'écrire, comme vous nous l'avez Évidemment. dit. Et je me demandais si la musique, quelle est la place de la musique dans votre vie et est-ce qu'il y a eu des musiques associées pour vous à des moments de votre carrière ou des musiques qui vous ont aidé? Oh bah oui, l'autre jour, il y a, je crois qu'il s'appelle Frédéric Pommier, non? Il y a une émission où l'on doit parler d'une musique qui vous a particulièrement inspiré. Alors moi, comme mon inspiration me vient entièrement de l'Espagne, Oui. eh ben j'ai choisi Piensa en mí de Luz Casal. Oui, mais en effet, j'ai toujours fait mes photos en musique, c'est Ah oui, vrai. en Mes musique. natures mortes, Oui. toujours. Voilà. D'accord. Si, par exemple, mais je ne fais... Si, là, par exemple, la couverture de mon livre, Oui. l'Opéra du Monde, qui est la photo du bombardement de Phnom Penh, mais entourée de velours rouge et de glands d'or, comme un opéra, et bien ça, évidemment, je vais plutôt écouter Wagner. Bon, de la musique classique. Mais sinon, toujours, toutes mes photos espagnoles qui se trouvent en ce moment pendant 2 mois à la galerie Fichaille d'Arles, eh bien, évidemment, c'était de flamenco. Donc là, on parle, vous l'avez évoqué plusieurs fois, des natures mortes. Je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs, si vous n'êtes ni proche d'Arles, ni proche de Paris pour venir voir les photos de Christine Spengler au musée de la Libération, vous pouvez avoir un petit aperçu, mais ça ne vaut pas du tout le fait d'être devant les photos en grand format dans le monde réel. Mais pour avoir un petit aperçu des photomontages, on peut dire, oui, c'est ça, natures mortes, voilà. Vous avez un site internet sur lequel on peut visiter. Alors, il y a de nombreuses sections et... Non, www.christinespengler.com. Oui, mais dans votre site, il y a des différentes sections avec différents il y a registres. La guerre, voilà. Il y a Christian Lacroix, Toreros. Alors justement, Christian Lacroix, Marguerite Duras, et là, autour de nous, au moment où on parle, on voit Fanny Ardant. Il y a énormément de personnalités. Voilà, Isabelle Adjani, ici, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai, dans ce site, mon ami Édouard Boutineau, qui m'a fait ce site, a essayé de... Et puis, il y a une chose originale. Oui. La plus originale de toutes, ça va les amuser, mes autoportraits des pieds. Ah oui, vos pieds. Voilà, qui ont un succès fou. Voilà. L'autre jour, il y a un monsieur, très élégant, qui vient à mon vernissage d'Arles et il dit « Oh, j'ai vu au fond, j'ai vu des pieds, mais magnifiques. Moi qui suis amoureux des pieds, j'ai dit à ma femme, chez les pieds d'une princesse. Je dis, non, monsieur, chez les miens. Alors, il me dit, c'est les vôtres? Je dis, oui, je vais vous jeter mes sandales pour vous les montrer. Voilà, en pleine galerie, j'étais, voilà. C'est-à-dire que c'est original, alors que là, ça pour terminer l'émission un peu dans la gaieté quand même, souvent les photographes font des autoportraits de leur visage. Voilà. Marie-Laure de Decker, voilà. Eh bien, moi, non. Moi, c'est à chaque retour de reportage, lorsque je me couchais le soir dans mon lit, avec les pieds étendus, c'était une vision plutôt douloureuse qui me ramenait à ma mort. Je me disais toujours, c'est mes jambes et mes pieds comme les gisants, c'est comme ça que me verront mes copains si je meurs sur une route au Liban. Et c'est là
mon amie grande photographe Irina Ionesco, qui m'a dit « Christine, si tu n'arrives pas à dormir, c'est très simple, tu devrais faire des natures mortes, mettre en scène tous tes fantasmes et photographier. » Et c'est comme ça que j'ai commencé la série des autoportraits. Alors, il y a l'autoportrait rouge qui est en Arles, rouge, 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 qui n'est autre évidemment que le sang de la guerre, qui s'appelle Retour de Beyrouth, après mon arrestation. Oui. Il y en a un autre, c'est le retour de Kaboul. Le retour d'Iran est évidemment mon pied posé sur du velours noir qui évoque les tchadors. Bon, chacun, voilà. Et le dernier, qui est rose, vert pâle et avec des coquillages en nacre, s'appelle La sérénité retrouvée, et je l'ai créé à Ibiza, l'île de mon enfance, où je crée toutes mes natures mortes à cause de la lumière. Et je vous ai entendu dans une interview citer aussi Pedro Almodovar, Évidemment, qui fait souvent aussi d'une autre façon, mais cohabiter la mort et la flamboyance des couleurs. Vous avez travaillé ensemble ou... Travailler, non. Non. Je le connais, mais on a des points communs, c'est aussi la religiosité. Comme avec Christian Lacroix. Voilà. J'ai dit, Pedro, il est là, il est dans mon livre L'Opéra du Monde, qui va peut-être être réédité. Voilà, car quand même, j'ai 3 expos. J'ai une nouvelle expo aussi. Les promenades photographiques de Vendôme, fin juillet. Et est-ce qu'il y a d'autres personnalités aujourd'hui sur lesquelles ou avec lesquelles vous aimeriez travailler ? Travailler. Moi, je travaille toujours toute seule. Oui, enfin... Pour rien au monde, je voudrais avoir un assistant. Oui. Ça, je ne le permets jamais. Et il n'y a jamais de travail de commande ou de... Oui, mais c'est toujours moi toute seule. Si Vogue me commande, je vais chez eux chercher des tissus, ou je vais chez Christian Lacroix là-haut demander à la couturière, et puis je vais au marché Saint-Pierre, mais jamais je ne permets que personne m'approche. Quand toutes les idées viennent, j'écoute ce qu'on me dit. On voudrait une série de Vierges en bleu, ou on voudrait ça, mais après, je travaille... dans la solitude. Mais je pensais de gens qui peuvent... des gens... Je crois que c'est le fils de Marguerite Duras, non, qui vous avait sollicité. Oui. Ça peut être dans ce sens-là, je voulais dire. Oui. Non, moi, pour l'instant, mes personnages féminins qui m'ont le plus marqué à vie, à qui je rends toujours hommage, c'est dans l'ordre Frida Kahlo, La Calas et Marguerite Duras. Et quant aux hommes actuels, eh bien, j'ai une connivence très forte avec Christian Lacroix, à qui j'ai dédié une photo en Arles où j'ai les larmes de la Vierge, hommage à Christian Lacroix. C'est une Macarena de Séville très triste qui pleure, et entourée de ses bijoux. Elle est rose et grise, et j'ai écrit sur le mur « Les Macarenas de Séville ne pleurent pas seulement la mort du torero, elles pleurent pour le deuil du monde. » Donc, comme styliste, c'est Christian Lacroix que j'ai aimé. Les autres personnes qui m'inspirent masculines sont Frédéric Mitterrand, par exemple, et maintenant, j'aimerais faire un photomontage d'Amélie Nothomb, que j'aime beaucoup. Voilà, il va falloir que je trouve un chapeau très grand, très grand. Oui, ça ne m'étonne pas que vous l'aimiez beaucoup, parce qu'elle a un univers aussi très... C'est ça. Sans formalisme, sans... C'est ça, oui. Très libre. Elle m'inspire, oui. Et toujours sur votre site, il y a quelques titres et œuvres qui m'ont amusée. Je voudrais en citer 2, et si vous pouvez nous en dire quelques mots. Il y a Sourire de Madrid et L'œil de mon psy. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette série ? Sourire de Madrid, je ne vois pas laquelle c'est. Il y a une grande... la bouche. 2 lèvres très rouges, grande ouverte. C'est plus qu'un sourire, ça fait presque un éclat de rire, en fait, tellement la bouche est grande ouverte. Oui. C'est vrai. Les Espagnols
les actrices et même les femmes dans la rue, je n'ai pas comme ici, avaient presque toutes de grandes bouches qu'elles soulignaient avec beaucoup de rouge à lèvres. Donc le rouge et j'adore ça, que les femmes se maquillent, les grands yeux. Et alors, l'œil de mon psy, eh ben c'est amusant. Parce que l'œil de mon psy, la photo, vous l'avez vue, elle est bleue. Oui. L'œil est bleu. Alors tout le monde me dit « Ah, ton psy a les yeux bleus ?» Je dis « Non, pas du tout. » Mais comme j'ai pas le droit de le photographier, on n'a pas le droit de photographier son psy, Oui. je lui ai demandé 20 fois, parce que Oui. j'ai essayé. Je lui ai dit, docteur, mais quand même, je vais encore assez mal. Et puis, maintenant, je vais partir 3 mois à Madrid, à Ibiza. Je ne vais plus vous voir. Comment je vais faire? Vous savez bien que je n'existe qu'à travers la photo. C'est pas ça. Les gens n'existent pour moi que s'ils sont photographiés. Donc, comment je fais quand j'irai mal ou un matin, j'ai le cafard, je pense au suicide, et comment je fais pour... je voudrais tellement pouvoir vous photographier. Alors il prenait un petit sourire, il disait non, c'est absolument impossible. Alors je lui ai dit, alors la dernière fois où je suis allée chez lui, il a de très beaux magazines dans son bureau, et j'ai vu un magazine magnifique où il y avait, qui me plaisait beaucoup, de grands yeux bleus. Elle dit, docteur, est-ce que j'adore ce magazine, est-ce que vous me permettez de l'emporter en souvenir de vous? Il a dit, bon, ça oui, je peux vous le permettre, parce qu'il ne voyait pas de rapport de magazine et lui. Mais moi, j'ai fait un photomontage avec l'œil bleu. Oui. Qui n'est pas son œil alors? Pas du tout. D'accord. Que j'ai appelé l'œil de mon psy. Et après, je lui ai rendu le magazine, parce qu'il l'a exigé. Et après, je lui ai montré la photo. Il a souri. Voilà, il a souri. C'est drôle. Dire, voilà, vous avez les yeux bleus maintenant. Oui. Et donc, ça s'appelle un transfert. Voilà, j'ai fait un transfert. Oui, je vois, entre les Voilà. boucles et les transferts, il y a beaucoup de C'est choses ça. qui communiquent dans votre C'est vrai. univers. Et il y a donc cet aspect de votre travail qui vous est très personnel, de ces natures mortes. Donc c'est un autre aspect artistique avec une démarche étonnante. J'ai lu ici et là une démarche de guérison à partir d'une belle idée, puisque ce sont donc vos photomontages comme une volonté de reprendre le dessus sur l'horreur, sur la mort, de Oui, bravo. toute C'est cette vrai. noirceur et cette part d'ombre de l'humanité en lui insufflant de la couleur, de la vie, de la fantaisie, de la flamboyance, de la créativité et de l'espoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous nous l'avez déjà dit un peu tout à l'heure, hein, quand et comment vous avez commencé, mais vous nous avez dit à quel moment vous avez commencé, donc la question n'est plus trop... Mais ces photomontages, parce que c'est... En fait, j'avais l'impression que c'est comme si vous vouliez avoir le dernier mot sur l'horreur, que ça soit pas la mort, la négativité, le noir qui Oui. est toujours... Oui. qui est le dernier mot. En aucun cas. Je ne veux pas que la noirceur du monde ait le dernier mot. La preuve que ma plus grande photo de guerre, Voilà. sur les murs de Paris, noire et blanche, le bombardement de Phnom Penh, aujourd'hui, elle est... C'est plus l'opéra, c'est l'opéra du monde. Voilà, avec et du elle rouge est et avec du velours rouge cramoisi Oui. et des glands d'or. Comme des rideaux de théâtre. C'est ça. Oui. Alors, les journalistes me disaient, c'est un très beau titre, mais pourquoi l'opéra du monde? Je dis, eh bien, un opéra, n'est-ce pas à la fois tragique et magnifique? Voilà. Mais les natures mortes, c'est important de savoir comment elles sont nées. Elles sont nées après 10 ans après la mort de mon jeune frère Éric. J'étais jamais retournée sur sa tombe et la tombe de ma famille en Alsace parce que c'était trop douloureux pour moi et que je niais sa mort. Je préférais voyager et l'emporter avec moi, son souvenir partout où j'allais. Et puis, comme par hasard, 10 ans après, jour pour jour, je n'étais pas en mission au bout du monde. Et je me suis dit, je vais quand même aller faire le pèlerinage interdit à Mulhouse. Mais je ne suis pas sûre que j'aurai le courage d'aller dans le cimetière. Mais de loin, quand j'ai vu le cimetière
que j'ai vu la tombe abandonnée sans aucune fleur, moi qui aime tellement les fleurs. Et donc, j'ai dit, mon Dieu, mais que c'est triste. J'ai couru vers la tombe et je leur ai dit à ma famille, ne vous inquiétez pas, moi je vais vous faire une tombe magnifique, car j'ai appris à les faire en Iran, en Bolivie, à Mexico. Et c'est comme ça que j'ai couru dans la maison familiale, la Villa Spengler, comme on l'appelle aujourd'hui. J'ai pris tous les portraits d'Éric et de ma famille, de tante Marcel, de ma grand-mère Ida. J'ai pris leur collier, du gravier, du sapin bleu, des éléments. J'ai tout mis dans un grand sac et je suis allée, j'ai fait des installations sur la tombe jusqu'au soir. Après, j'ai tout décoré, garni de bougies. Et lorsque je suis partie à la nuit tombante, je me suis dit, ça y est, voilà, les bougies vont durer pendant 3 jours. Je vous ai fait une tombe magnifique. Et le but, c'était, je l'ai écrit sur les murs de la Maison européenne de la photo, avec ces photomontages baroques et colorés, j'ai trouvé le moyen d'abolir la barrière entre les vivants et les morts. Et c'est ça, ma passion, et c'est ça, je crois, la photographie. C'est pas seulement ramener les morts de ma famille à la vie, parce qu'après, ça a été publié tout de suite dans le magazine Zoom et exposé dans le musée de l'Élysée à Lausanne. Mais après, j'ai dit, c'est pas seulement ma famille que je vais ramener à la vie, c'est justement Marguerite Duras, des photos que j'ai créées pour son fils, Maria Callas, voilà, Frida Kahlo. Et parce que quand on y pense, dans mon cas, le but ultime, la passion d'être photographe, c'est ça, d'avoir ce mystère, cette faculté de pouvoir immortaliser les gens. Et il y a très peu longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans la nuit, je me suis dit, moi qui suis croyante, et on dit toujours maintenant dans les dernières interviews que j'ai eu la baraka parce que je suis croyante, contrairement à mes consoeurs, la plupart de mes consoeurs, et que donc je n'ai jamais eu peur de mourir, ce qui est tout à fait vrai, puisqu'au contraire, je cherchais la mort. Alors, je ne pouvais pas avoir peur de mourir. Chercher la mort, on m'appelle la Saouda, la femme en noir dans le monde arabe. Je voulais mourir pour rejoindre Éric. Eh bien, je me suis rendu compte, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier, dans la nuit, je me suis dit, mais au fond, ce travail, la photographie, cette vocation, c'est aussi lié à la religion, parce que c'est lié à l'immortalité, puisque je ramène les morts à la vie. Donc, voilà, c'est... C'est spirituel. Voilà, c'est ça, c'est ça, bravo. J'aime bien le mot spirituel parce qu'en fait, vous avez trouvé le mot. Quelle que soit la religion de la personne qui regarde vos photos, elle peut être touchée par ce que vous y mettez de spirituel, que ce soit les photographies ou les natures mortes photomontages qui sont... Quand j'ai vu les photos de vos photomontages, avant de les voir chez vous, je ressentais justement quelque chose de très spirituel parce que c'est comme des petits hôtels. C'est ça, vous savez, en Asie, des ex-voto. Oui, et quelquefois une façon de garder les gens vivants avec ça peut être des fruits et légumes pour qu'il y ait quelque chose de vivant, des bougies ou des choses et c'est ça le mot. Ressent ça. Oui, je vous remercie, vous avez trouvé le mot que je n'avais pas trouvé. Ce labeur être photographe, dans mon cas c'est lié, voilà, c'est lié. Et j'étais enchantée de penser à ça. Je me suis dit, quelque part je fais un travail lié à la spiritualité. Bravo.
Merci Anne. Mais merci à vous, parce que je trouve que la spiritualité, sans parler d'une religion en particulier, parce C'est qu'il n'est vrai. pas question d'exclure Mais qui que non, ce soit, mais non. mais le spirituel dans le sens de nous élever, d'élever un peu nos esprits, C'est et ça. aussi Et de nous rejoindre, de nous voilà, unir. exactement. Et donc, je trouve que vos photomontages et l'esprit qu'il y a dans tout ça, et c'est pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Il y avait plusieurs aspects qui étaient très importants pour moi. Il y avait, et je vais en oublier, mais il y avait le fait que vous avez autant donné, vous êtes autant battu pour défendre des personnes qui n'avaient pas... évidemment, il y avait souvent d'autres photographes sur place, mais on le voit dans cette exposition au Musée de la Libération, le regard de chacune, de chacun, C'est si on ça. veut parler au sens large, est important. Votre regard, avec tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, il y a vraiment tout un travail personnel en amont de votre personnalité, de votre parcours de vie, qui fait que chaque photo a une puissance et a pu et peut encore changer Et- des choses, faire bouger les lignes à l'intérieur des personnes qui regardent. Ça, je trouve que c'est très important. Le fait qu'au milieu du noir, de la guerre, de la mort, vous ayez toujours privilégié non pas le sensationnel, mais l'espoir, la vie, tout en montrant Merci. et en cherchant à ce que tout le monde prenne conscience de l'horreur de la guerre. Et malheureusement, au moment où on parle, on n'en est toujours pas sorti. Au XXIe siècle, on en est encore à se faire la guerre. C'est vrai. Voilà, ça c'est assez terrible, mais enfin voilà. Donc pour tout ça, un grand merci pour cette spiritualité Bon. aussi. Merci beaucoup, Christine merci. Spengler. De m'avoir si bien comprise. Je fais de mon mieux. J'imagine qu'il y a Non, beaucoup de j'ai- choses encore à découvrir. Non, mais non, non. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'aimerais terminer. J'ai tout dit jusqu'à aujourd'hui à 7 heures. Oui, Voilà. on peut terminer en ouvrant sur... parce que vous avez une vie très, très animée, de plus en plus animée, j'ai l'impression, parce Oui. qu'il y a les livres, il y a les photomontages, il y a les C'est expositions, on vous sollicite Là, j'en de ai tous 3 en les côtés, même temps. les interviews. Alors, 3 les expos en même temps. rappelons les expositions. Donc, il y a Arles, on en a parlé. Non, d'abord, le musée de la Libération à Paris, place d'Enfer Rochereau, sur les femmes photographes. Ça va durer jusqu'au 31 décembre. Voilà, 2022. 8 mois. Après, il y a l'expo d'art à l'actuel Vierge et Toledos à la galerie Fichaille, expo entièrement couleur, qui va durer jusqu'au 12 juin. Et en juillet, 28 juillet, commence l'exposition tout en couleur aussi. Il y aura de grands pieds à moi, ça va être original. Ça s'appelle les promenades photographiques de Vendôme. C'est dans la Loire. Voilà, pour l'instant, il y a ces 3. Et puis des livres aussi à venir. Il y a Ah. les livres qui existent déjà, les livres à venir. Oui, Une femme dans la guerre aux éditions des femmes. Oui. Il y a l'hommage à Marguerite Duras, Oui. l'époque indo-chinoise aux éditions du Cherche-Midi. L'Opéra du Monde est épuisé, j'espère qu'il va être réédité. J'espère aussi. Parce Un que grand livre de guerre très aussi, beau livre. voilà. Voilà, donc, chers amis auditrices et auditeurs, je vais vous mettre dans le descriptif de ce podcast, que vous soyez sur le site sosweetplanet.com ou sur une application de podcast, vous pourrez trouver des liens vers les livres de Christine Spengler. Si vous voulez les acquérir, je vous mets le lien vers son site internet. Je vous mets les liens vers les sites des expositions que je vais récupérer. Comme ça, vous pourrez accéder à pas mal de choses que nous avons évoquées aujourd'hui. Et puis, j'espère, vous pourrez surtout aller voir son travail dans le monde réel et pas que sur Internet. Oh, merci, Jean. Mais quel travail vous avez fait. Moins que vous. Chère Christine Spengler, donc ça va être le moment de nous quitter. Je vous dis un grand merci. Bonne continuation, puisqu'il y a plein de projets. Et puis, j'espère à bientôt. Dont des films. Oui. J'ai oublié de vous le des dire. films aussi. Oui, voilà. Documentaires ou des films Oui, non, un long métrage. Philippe Valois qui est venu terminer son film là, en Arles, qui a fait un film extraordinaire sur ma mère, Hugues Spengler, qui a eu des prix. Eh bien, il me suit depuis 20 ans et voilà, un film. On n'a pas encore
trouver le nom. On hésite en la Sauda, la femme en noir, la Baraka, l'ombre et la lumière. Voilà. Bon. Mais ça va être très bientôt aussi. Oui, parce qu'il y a eu des documentaires aussi déjà sur Oui. vous. Là, il y en a plusieurs. Hein. Oui. Ok. Merci beaucoup, Christine. Merci, ma chère Anne. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de So Sweet Planet. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.